toutes et à tous, merci Bruno. En quoi penser est-ce dangereux? Oh, la surprenante question que voici. Il n'est pas habituel, me semble-t-il, de présenter la pensée comme l'occasion d'un péril pour soi-même et les autres. En effet, on aurait plutôt coutume de mettre en avant le cogito, de promouvoir l'activité qui consiste à penser, de l'entraîner, de la susciter, de la favoriser, notamment dans cette maison de quartier. Mais certainement pas de s'en prémunir. C'est dire que, au fond, la possibilité d'une mise en danger n'est pas la première réflexion qui vienne à celui qui se décide à penser, dirions-nous. Au contraire, toute notre culture tente à faire croire que l'exercice de la pensée, qui est reconnu pour être un exercice difficile, laborieux, nécessitant rigueur et méthode, reste, quoi qu'on en dise, un exercice payant, et payant au sens de rémunérateur. C'est-à-dire que j'obtiens un gain en pensant, gain que je n'obtiens pas en m'en abstenant. En fait, penser, quelque part, c'est du bonus. Alors, qu'est-ce donc que cette histoire de malus et de mise en danger? Comment concevoir le paradoxe d'une activité rémunératrice, promesse de banqueroute? Alors, pour débuter notre réflexion, il n'est pas inutile d'éliminer une proposition juste, mais que nous survolerons seulement dans le cas présent. Ainsi, chacun, à la connaissance du sujet de ce soir, aura peut-être pu songer aux intellectuels persécutés et par les différents régimes autoritaires, à ces penseurs résistants, traqués par les dictatures et dont les œuvres ont pu brûler dans des feux de haine et de bêtises. Eh bien, penser dans certaines circonstances, c'est un véritable acte de bravoure, un acte de courage, de mise en danger de sa propre personne. Alors nous laisserons pour le moment de côté ce type de péril, en tirant notre chapeau à celles et ceux qui acceptent de le couvrir et en considérant que peut-être, à la faveur de ces circonstances qui font l'histoire et les héros, nous serons ou pas de cela. En l'occurrence, le péril dont il s'agira pour nous ce soir est d'ordre plus radical puisqu'il découle, de la manière la plus naturelle qui soit, de cette activité proprement humaine qu'est penser. Une activité qui entretient au fond toujours un rapport tangentiel à la folie. Pour bien saisir cette activité spécifique, cet infinitif qu'est penser, cet infini pour l'homme, dirions-nous, encore faut-il qu'il soit défini. Peut-être pourrait-on commencer par dire ce que penser n'est pas, ou du moins ne sera pas pour nous ce soir. Ainsi, penser ne sera pas réductible au simple produit d'activité du viscère cérébral. Si un électroencéphalogramme plat est indiscutablement le signe que penser est une affaire compromise, l'existence d'un tracé normal n'est pas suffisante pour attester que sous les électrodes, il y a un sujet en train de penser. Et penser ne sera pas non plus la somme des fonctions intellectuelles huilées et emboîtées les unes aux autres comme une belle mécanique mise au service de l'assouvissement des besoins de chacun. Alors on peut prendre un exemple par exemple. Si moi vouloir femme, moi mettre parfum et moi me souvenir que parfum utile, moi sortir, m'orienter, chercher boîte de nuit, moi repérer jolie dame, moi éduquer et reçu instruction, moi souvenir quoi bien, quoi mal, donc moi pas sauter sur la madame. Moi, attentif, parler d'abord, lui dire gentilles choses, et elle venir dans mon appartement, moi très content, etc. Enfin bref, arrêtons là ce récit bucolique et fleuri, captivant, dans lequel chacun aura reconnu cette fin printanière de prédateur qui nous pousse à mettre la pensée, dans ce cas-là de plus élémentaire, au service de nos appétits les plus pressants, ici sexuels. Eh bien, cette forme de pensée qui est commune à l'homme et à l'animal, ressortie d'une conscience immédiate du monde extérieur et de ses propres besoins. Ce sentiment de soi et du monde qui ne distingue pas l'homme de la bête est radicalement différent de la conscience de soi qui hisse l'homme au-dessus du reste du vivant, pour son plus grand malheur ou son plus grand bonheur, ça c'est selon. L'infinitif penser ce soir ne sera pas réductible au seul sentiment de soi, mais précisément penser pourra s'envisager dès l'instant précis où quelque chose de soi se saisit lui-même en tant que sujet connaissant mais objet de connaissance. C'est donc à l'aube de la conscience de soi que débute la possibilité de penser et que l'humanité mérite d'être remarquée, puisqu'en deçà règne le vivant dans son décor naturel et son plus simple appareil. Du reste, voici la convention rassurante qui nous est classiquement proposée. Mais, car il y a un mais, que reste-t-il de cette convention qui sépare l'humanité de l'animalité à la lueur des événements passés? Qu'est l'homme devenu à force de cultiver cette conscience de soi, à force de penser et de se penser dans l'ordre de l'univers? Au fond, le fossé qui nous sépare de l'animal s'est-il élargi? L'homme s'est-il arraché à cette condition cruelle, sauvage, dangereuse et terrestre, pour se hisser grâce à cette conscience de lui-même dans des cieux confortables et protecteurs? Eh bien, celui ou celle qui répondrait affirmativement à cette question passerait pour un fou ou un naïf.
Car comment peut-on comprendre que l'homme occidental, au fur et à mesure qu'il se pense, que s'aiguise une conscience qui pense sa condition, comment se peut-il que cet homme-là puisse engendrer dans son sillage autant de crimes et de génocides? Le nazisme, le stalinisme, ou plus loin de nous la terreur révolutionnaire française, constituent des entreprises criminelles éclairées, pensées, méditées, voire préméditées. Chaque crime commis constitue un démenti formel à cette convention que nous rappelions à l'instant. Ainsi, loin d'éloigner la bête de l'homme, il semblerait que penser puisse quelque part la rameuter. Et c'est pourquoi sur la tombe de l'homme du XXe siècle, on aurait très bien pu graver « Si gît la bête ». Mais quelle épitaphe pour l'homme du siècle à venir, épitaphe qui démentira cette vérité orwellienne qui veut que les intellectuels soient portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires. Alors on peut écouter Camus dans L'homme révolté, Camus qui nous sera d'une grande aide ce soir. Il y a des crimes de passion, nous dit-il, mais surtout il y a des crimes de logique. Nazisme, stalinisme, terreur appartiennent tous à la seconde catégorie, la catégorie des crimes logiques qu'autorise l'infinitif pensée, catégorie de crimes qui n'auraient pas pu être perpétrés justement sans le recours à un pensée meurtrier. Ces crimes sont bien l'aboutissement d'une réflexion, la consécration d'une raison achevée dans le crime, dans tous les sens du terme. Une raison donc achevée dans le crime qui, sûre d'elle-même, s'autorise à accomplir le mal au nom d'un souverain bien. Alors bien sûr, la question du mal sera centrale dans le débat de ce soir. Si le mal rôde avant tout dans l'univers éthéré de la conscience, alors la simple idée d'un pensaire innocent ne devient-elle pas suspecte, et n'est-ce pas là un piège dangereux à éviter? Et si donc penser ne saurait être une affaire innocente, comment s'assurer que le fruit de notre travail, par exemple ici, ne sera pas une arme au service de mobiles que condamneront nos enfants? Alors il faut s'arrêter un instant sur l'œuvre de Camus, dont nous célébrons d'ailleurs le 50e anniversaire de sa mort, et lui reconnaître la justesse avec laquelle il a instruit quelque part le procès de la raison. Ce procès est entrepris en réponse à l'absurdité des goulags érigés au nom de la libération du genre humain et en écho au massacre justifié par l'amour de l'homme et le goût de la surhumanité. Pour comprendre comment l'infinitif pensée, qui est propre à l'homme, peut dangereusement dériver, il faut partir de cette conscience de soi que j'esquissais tout à l'heure et de la révolte qui lui est attachée. Car un homme révolté, nous dit Camus, c'est un homme qui va dire non. Et précisément, penser, c'est dire non. Mais dans le même temps où il va refuser sa condition dans laquelle il se trouve, l'homme, par ce refus, affirme aussi l'existence d'une frontière, d'un horizon, une valeur qui vaut la peine, au fond, de protester et de ne pas en rester là. Penser, se révolter, ne consiste pas seulement en un refus de ce qui est, mais c'est aussi une affirmation de ce qui manque et gagnerait à être. C'est au fond le vœu formulé d'un préférable. Au moment où un préférable est donc proclamé par le révolté qui pense et qui objecte un non franc à l'ordre des choses, un révolté qui va conspuer Dieu, un révolté qui, de Spartacus à la classe ouvrière, refuse de se maintenir à la place que l'histoire lui assigne, eh bien à partir de ce moment-là, tout est prêt pour que démarre une tragédie dont nous connaissons au moins la fureur des premiers actes, mais dont les ressorts peut-être nous échappent, sauf à lire attentivement Camus et aussi à le critiquer. Cette tragédie, c'est l'expression directe d'une conscience humaine qui, à force de penser et de se penser, s'est égarée dangereusement, semant des cadavres sur son chemin. Alors soyons lapidaires, si vous le voulez bien, on pourrait dire que l'individu qui ne se pense pas, qui ne voit pas dans sa condition, dans la condition qui est la sienne, matière à polémiquer et à s'insurger, celui qui ne conçoit pas le caractère cruel du sort qui lui est réservé, eh bien celui-là, c'est l'homme d'avant la pensée et d'avant la révolte. L'homme qui se contente d'être. Mais d'être quoi? Eh bien, nous dirions d'être le jouet du destin, ou, dans un monde où la transcendance est liquidée, d'être la marionnette consentante des intérêts de plus puissants que lui. Avec la révolte et la conscience qu'il a de lui-même, apparaît pour l'individu un horizon impréférable, comme nous disions à l'instant, un lointain accessible, qui fera de lui un affranchi. Et le sel de cette liberté à portée de conscience, si je puis dire, autorise alors le sacrifice. Et Camus nous dit, s'appuyant sur Hegel, que l'esclave accepte la déchéance dernière qui est la mort, s'il doit être privé de cette consécration exclusive qu'il appellera, par exemple, sa liberté. Plutôt mourir debout que de vivre à genoux. Eh bien, en acceptant le risque de mourir pour échapper à une condition qu'il refuse pour l'avoir pensée,
l'homme place au-dessus de lui la révolte et les valeurs qui l'accompagnent. Il accepte de jouer sa vie au nom d'une valeur commune à ceux qui, comme lui, prennent conscience que les règles du jeu méritent d'être reconsidérées. Et qu'on ne se méprenne pas, la révolte n'est pas réductible à une lutte des classes, car l'opprimé n'est pas le seul à se dresser, au fond. Il est des dominants, des maîtres, des patrons, des chefs, qui eux aussi refusent les règles d'un jeu qui pourtant sert leurs intérêts immédiats. Eh bien, s'ils refusent, nous dit Camus, c'est par identification de destinée. Dans la révolte, l'homme se dépasse en autrui, et de ce point de vue, la solidarité humaine est métaphysique. C'est ainsi que Camus pose quelque chose qui est une pierre angulaire. Il pose l'équivalent du cogito cartésien. En somme, il dit « Je me révolte, donc nous sommes ». Le je individuel qui pense s'articule à un nous collectif. Alors nous considérerons ce point essentiel de la pensée de Camus qui est un point insoutenable pour celui qui s'y trouve. Penser, c'est dans le même temps dire non et oui. Non à une condition injuste qui est vouée aux gémonies, et oui à une nature commune à tous et des valeurs consenties. Alors arrivé à ce point de notre introduction, et pour aborder le caractère dangereux du penser humain, si vous êtes d'accord, nous dirons la chose suivante. Penser dans un premier temps, c'est prendre conscience de soi, renoncer à l'innocence, c'est opposer un refus catégorique au mal métaphysique dont chacun est injustement frappé. Et puis dans un second temps, penser, c'est proposer des remèdes terrestres à l'injustice du ciel et de l'histoire avec un grand H. C'est bâtir ici-bas un royaume défunt dont les moyens seront à définir. Et penser dans ce temps d'après la prise de conscience, d'après la révolte, devient le temps de choisir les moyens. Et c'est là que ça se gâte. Jusqu'où irons-nous pour établir le royaume des hommes sans Dieu? Et à quel sacrifice devrons-nous consentir? Quels moyens seront à employer? Alors pourquoi ai-je placé le mot insoutenable à l'instant? Eh bien si l'infinitif penser livre à ses pieds des hommes qui se soudent par la révolte devant la question de l'action nécessaire à l'avènement du salut et de la liberté, aucune attitude contemplative ne sera permise. Tout spectateur est un lâche ou un traître, clame Frantz Fanon dans Les damnés de la terre. Il faut compromettre tout le monde pour le salut commun. Voilà ce qu'il nous dit. Il faut agir, une position doit être prise, quelque chose, quoi qu'il en soit, doit être tenté. On retrouve aussi cette maxime de Marx, pour qui il ne s'agit plus de se contenter de penser le monde, au fond, mais de le transformer. Mais alors reste à définir la méthode. Encore une fois, quelle philosophie de l'action sera possible qui ne soit pas un reniement des principes même que découvre le révolté dans le cogito que Camus nous a expliqué à l'instant. Car c'est précisément cette tension du « je me révolte, donc nous sommes » qui risque de devenir difficile à soutenir dans une philosophie de l'action. Il faut en quelque sorte ménager la chèvre et le chou, le oui et le non, le je et le nous, que nous évoquions à l'instant. Alors l'histoire abonde de forfaits dans lesquels nous constatons que, faute d'avoir respecté cette tension, la révolte s'est niée dans ses fondements et a liquidé l'un ou l'autre de ces deux termes. On pourrait dire par exemple « je me révolte n'importe comment, donc nous ne sommes plus ». Et le jeu par exemple du tyran écrase le nous collectif. Ou encore, le nous de la masse empêche le jeu de l'individu d'advenir. Alors on peut égrener, les exemples ne manquent pas dans le chapelet de l'histoire. Et que trouvons-nous? Eh bien, nous découvrons la dangereuse question du mal que j'évoquais tout à l'heure, déclinée sous toutes ses formes, et des tentatives pour y répondre. D'abord, on ne pourra pas faire l'économie en toile de fond, on ne pourra pas faire l'économie de parler de cette empreinte culturelle très forte du christianisme. Le Christ, fils de Dieu, répond à la question du mal et de la mort qui frappe si injustement les hommes. Par la souffrance qu'il va assumer au nom de tous et à la demande de son Père, le Christ réconcilie la terre et le ciel comme nul autre avant lui. Les hommes souffrent, certes, mais les voilà entendus, ils ne sont plus seuls, Dieu se frappe indirectement à travers son Fils. Mais toutefois, reste en suspens la question de l'origine et de la nécessité du mal au sein de la création, question qui est chère à Karamazov et qui, faute de réponse, par exemple, en bon mécréant, va ôter au Créateur toute sa crédibilité. Dieu est amour et la grâce au bout du chemin, nous dit la Bible. En attendant, une chose est certaine, le Christ est crucifié et prononce cette dernière parole avant de mourir, « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors à cet appel criant, à cet aveu qui déchire la nuit, nulle réponse lumineuse ne parvient. Le Christ meurt en homme, livré à l'angoisse, abandonné à lui-même, sur la croix, seule chose dont on soit assuré.
Le royaume de l'amour et de la grâce reste donc quelque chose de suspect. Seul celui de la justice des hommes, ici-bas, peut être garanti. N'attendez pas le jugement dernier, clame Camus, il a lieu tous les jours. Et quand bien même la grâce divine, coifferait la mort au poteau, elle ne justifierait pas la souffrance ici-bas, notamment celle des enfants, et c'est ce que décrit le père Paneloux dans La Peste lors de son deuxième prêche. Pour beaucoup, le christianisme échouera dorénavant à répondre de manière satisfaisante à la question du mal. Eh bien, l'histoire récente peut se lire comme la traduction directe de ce refus d'attendre en pariant sur un au-delà. La réponse est ici-bas. L'homme conteste Dieu et lui ravit sa place. Et à cette place, rien n'est vrai, nous dit Nietzsche, et surtout, tout est permis, nous dit Dostoïevski. Eh bien, ce tout est permis qui est le fruit d'une pensée qui refuse de faire allégeance à toute transcendance, n'est-ce pas quelque chose là de dangereux? Et on connaît le sort qui est réservé aux penseurs nihilistes qui se sont accrochés au seul contenu négatif de la pensée révoltée, c'est-à-dire le non. Ivan Karamazov, par exemple, deviendra fou de laisser son père se faire tuer. Le Kirillov dépossédé décide de devenir Dieu et se suicide. Nietzsche, quant à lui, qui est conscient de l'impasse, va faire de l'absence de foi une méthode qui guidera sa pensée dans le travail de destruction des idoles, autant de succédanés de Dieu. Mais en découvrant que rien n'est vrai, il proclamera, Nietzsche, que rien n'est permis, pensant ainsi parer au danger qui se profile. Et loin d'un nihilisme destructeur, il fera œuvre d'architecte et pense que vivre libre ne peut se faire sans loi et qu'il faut prendre le parti d'adhérer sans fléchir et avec exaltation au monde tel qu'il est. Nietzsche dit oui à la création, mais il refoule le nom du révolté. Il accepte l'inacceptable et pose le salut de l'homme non en Dieu, mais ici-bas, puisque, dit-il, la tâche de gouverner les hommes va nous échoir. Nietzsche ouvre donc une brèche par laquelle les nazis le récupéreront pour l'incorporer à leur mythologie délirante. Mais reste à savoir si la pensée nietzschéenne peut être qualifiée de dangereuse sous prétexte qu'elle fut récupérée par des fous et que son auteur n'a pas su la dresser comme une citadelle inviolable. Mais n'est-ce pas là un problème qui se pose à tout philosophe de manière cruciale dès lors qu'il prétend bâtir des systèmes? Mais avant Nietzsche, en 1845, un certain Stirner abat Dieu et toutes ses incarnations, l'État, la société, etc. Il pose l'individualisme comme une fin que rien ne doit contrarier et légitime le meurtre si celui-ci permet la promotion de l'individu. Une pensée qui coïncide avec le suicide collectif, explique Camus, ne peut pas ne pas être une pensée éminemment dangereuse. Dans le sillage des penseurs russes comme Pissarev ou Dobrolubov, la constellation terroriste scintillera. Et l'étoile, par exemple, d'un Netchaïev brillera dans toute sa violence. L'entreprise terroriste qui a été menée par Kaliaïev en 1905 mérite toute notre attention. Son mouvement projette d'assassiner. Au dernier moment, Kaliaïev se rétracte, refusant d'entraîner dans l'explosion de la calèche qui doit consumer le duc, sa femme et ses neveux qui sont innocents. Eh bien, ceci est un modèle de rigueur et de fidélité au fondement de la révolte, nous dit Camus, qui écrira d'ailleurs sa pièce nommée Les Justes à partir de cet attentat censuré par les terroristes eux-mêmes. Et pour ces penseurs, pour ces révoltés qui choisissent le terrorisme, le meurtre est inexcusable et nécessaire. Il est les deux faces d'une même pièce. Nous aurons à tuer, disent-ils, parce qu'il le faut, puis à mourir, car rien ne justifie le meurtre. Le meurtre s'est identifié avec le suicide, nous dit Camus. Une vie est alors payée par une autre vie, et de ces deux holocaustes surgit la promesse d'une valeur. Alors vous l'aurez probablement reconnu, c'est bien la figure du kamikaze qui se profile, et que Camus semble approuver au moins dans sa fidélité aux fondamentaux de la pensée révoltée. De fait, on peut se demander dans quelle mesure la pensée de Camus n'est pas là dangereuse, et peut-on considérer comme juste, pour reprendre ce terme cher à l'auteur, l'action du kamikaze. Mais il me faut encore mentionner, avant de vous laisser la parole, le rôle particulier que l'art entretient avec la pensée, son pouvoir subversif certes, mais surtout sa fonction vitale pour nous. Quel monde habiterions-nous si à la fureur des fusils ne répondait nulle symphonie de Schubert? Quelle vie possible si entre les prisons, les commissariats et les tribunaux ne poussait ni théâtre ni musée? Et de quelle monstrueuse culture serions-nous les enfants si dans nos bibliothèques ne fleurissaient que des codes pénaux, des vade-mecum, des notices, des dictionnaires, et si de leurs étagères avaient déserté la poésie de Baudelaire, Ronsard, Aragon et les romans de Zola? Quel type d'hommes serions-nous si nous n'étions bons qu'à mettre froidement en équation notre condition,
sans jamais porter un regard attendri vers la beauté et l'amour qu'offre cette condition. Comment comprendre la haine vouée aux artistes et à l'art par un Pisaref proclamant qu'il vaut mieux être un cordonnier russe qu'un Raphaël russe? Et pourquoi l'art effraie-t-il tant? Que peut bien détenir l'artiste qui lui vaille d'être le premier homme à abattre par les penseurs des régimes autocratiques où la pensée précisément est devenue folle? Ne faut-il pas considérer l'artiste comme le véritable gardien, le véritable garde-fou, celui qui détient les clés? Mais les clés de quelle porte? Et d'une porte qui ouvrirait sur quoi? Merci.